Bonsoir à tous. Cinéma, télévision, théâtre, musique, écriture et même arts martiaux, aucune discipline ne lui résiste. Révélé au grand public dans le film L'Appât de Bertrand Tavernier, il a été pensionnaire de la Comédie Française, césarisé en 1999 comme meilleur espoir masculin, et il vient nous parler ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure à la fois de son actualité mais aussi de sa vision de la vie. C'est Bruno Puzzolo que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, merci de me recevoir. On est ravis de vous accueillir. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien installé? Pas mal. Alors, oui, vous pouvez faire comme chez vous, il y a même un repose-pied. Voilà, installez-vous confortablement. Ce soir, on va parler ensemble de vos deux pièces du moment, parce qu'il y en a deux. La première, c'est 12 hommes en colère, et l'autre, c'est L'Hérital. Alors, je vous propose de commencer avec 12 hommes en colère, que j'ai eu le plaisir de venir voir très récemment, et c'est formidable. Ça se joue actuellement au Théâtre Hébertot. La mise en scène est signée Charles Torgman. Alors, c'est une pièce qu'on connaît un petit peu, parce que voilà, c'est une pièce de théâtre qui a été un film voilà, de Sidney Lumet, exactement. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas le scénario, est-ce que vous pouvez nous le raconter? 12 hommes dans une pièce, 12 jurés qui doivent débattre de la culpabilité d'un jeune de 16 ans accusé de parricide, donc d'avoir tué son père. 12 hommes réunis, les uns à côté des autres. Et puis, au moment où le président demande de voter pour ou contre la peine de mort, il y en a 11 qui lèvent la main. Et puis, il y a le juré numéro 8 qui, lui, ne lève pas la main. C'est donc vous, le juré numéro 8. C'est donc moi. Et lui ne dit pas qu'il est innocent, mais il dit, j'ai un doute légitime. J'ai la certitude de mon doute. Voilà, et ça mérite d'en parler. Voilà, il s'agit de la vie d'un homme, et on ne peut pas, parce que l'un a un match de baseball, l'autre a un garage, donc ils sont pressés d'en finir. Lui dit, attendez. C'est grave quand même. Donc ça mérite bien un peu de notre temps et quelques mots de notre part. Et donc voilà, ça se pose comme ça au début. Je vous propose de voir la bande-annonce de la pièce et on en reparle tout de suite après. Messieurs, asseyez-vous tous. Vous savez tous ici qu'il s'agit d'une inculpation de meurtre qualifié. Si nous reconnaissons l'accusé coupable, nous l'enverrons à la chaise électrique. Vous êtes libre de débattre comme vous l'entendez. Je vous interromps, non, on est une grande gueule. À quoi je l'ai pas tué? Ceux qui votent coupable, lèvent la main. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on peut parler. Je le crois coupable. Vous me ferez pas changer d'avis. Ce n'est pas mon but. La vie d'un homme est en jeu. Ce type est un assassin. Ce type, il a 16 ans. Et une autre personne a pu tuer son père avec un couteau identique. Je n'en ai jamais vu de semblable. Vous voulez nous faire admettre une étrange coïncidence. Vous voulez nous convaincre que quelqu'un d'autre aurait commis le crime avec un couteau identique? Exactement. Les chances sont infimes. Improbable. Le coup était porté du haut vers le bas. Le garçon mesure 1m65, son père 1m85. S'il avait frappé, il aurait frappé par en dessous. Il faut laisser tomber. On piétine, on n'arrive à rien, j'arrête les frais, je vote non coupable. Comment? J'en ai marre. J'en ai marre, c'est pas une réponse. Jusqu'à présent, vous avez voté coupable pour aller voir votre match et maintenant, vous votez non coupable parce que vous en avez marre. Non mais dites donc... Mais comment vous pouvez jouer ainsi avec la vie d'un homme? Si vous voulez voter non coupable, faites-le par conviction, non par lassitude. Alors, coupable ou non coupable? Alors, ce huis clos judiciaire, vous le disiez, il a été immortalisé au cinéma par Sidney Lumet avec Henri Fonda en empêcheur de condamner en rond, donc dans le rôle qui est le vôtre aujourd'hui. Ce scénario, il est toujours d'actualité et il continue de faire réfléchir. Donc, c'est une scène qui se passe en 1953 à New York, où il s'agit effectivement de décider ou pas d'envoyer ce jeune homme de 16 ans à la chaise électrique. Et le juré qui a voté non coupable, donc en l'occurrence vous, est sommé de se justifier. En quoi cette pièce vous paraît autant d'actualité, même 60 ans, je crois que c'est 60 ans, après sa création? D'actualité parce que, par exemple, il y a un Américain qui a été condamné, je crois, à 39 ans de prison. Et dernièrement, on vient de s'apercevoir, avec les progrès de la science, contrôle ADN, que c'était pas lui. Alors que des témoins avaient dit, mais oui, c'était sa voiture, on l'a vu sortir. Et puis maintenant, ils disent, oui, mais non, en fait, il faisait nuit, on n'est pas bien sûr. Et il a été accusé d'avoir tué sa petite amie. Alors aujourd'hui, on lui donne 21 millions de dollars.
Mais oui, mais sa vie, vous imaginez, 39 ans en prison quand vous êtes innocent. Donc ça résonne, et puis ça résonne dernièrement. Regardez avec l'histoire du pont Ligonnès, où tout d'un coup, c'est lui, il avait fait de la chirurgie esthétique, c'était bien ses empreintes digitales, et puis comme l'homme est en gros subordonné à l'économie, comme l'économie a le pas sur l'humain, eh bien il faut bien vendre des journaux, il faut bien faire de l'audience, donc hop, on sait ça, et puis on dit qu'on sait ça, et donc on avait retrouvé du pont Ligonnès. Vous voyez, tout va vite, tout va trop vite, et là encore, alors j'entendais dans les journaux, ah mais il ne dit rien. Vous imaginez le pauvre comme ça qui a été pris à sa sortie d'avion? Bah oui, j'imagine qu'il devait rien dire, qu'il devait être complètement assommé. Donc, mais il y a tous ces préjugés, pareil pour ce jeune homme dans la pièce dont on dit oui, il s'est trompé de film, il ne savait pas les acteurs. Il y a beaucoup de préjugés effectivement sur ce qu'on pourrait oublier, de préjugés aussi sur le milieu social dont est issue une personne. Vous parliez des erreurs judiciaires, celle que vous évoquez n'est hélas pas ni la première ni la dernière, mais cette pièce dit beaucoup aussi sur les préjugés, puis sur l'intolérance aussi de certains hommes prêts à envoyer à la mort effectivement une personne justement. Oui, il faut un coupable, c'est comme en temps de chômage, il faut un coupable, et là le coupable est tout désigné. Tout semble pencher dans la balance pour que ce soit lui. Eh bien, on n'a pas de temps à perdre, messieurs, c'est sûr. Allez, on lève tous la main et puis le sort sera réglé. Et nous, on va aller manger, on va bien dormir cette nuit, et puis lui sera condamné à mort. Vous voyez, et cet homme qui tout d'un coup freine la machine infernale, il dit non, parlons-en. Vous, justement, dans la vraie vie, est-ce que ça vous arrive souvent, donc là vous jouez le rôle du contradicteur, est-ce que ça vous arrive souvent d'être à contre-courant, de remettre les choses en question, voire de chercher à influencer d'autres personnes, de les rallier à votre cause? Ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent, et je trouve que le plus décevant dans ces cas-là, c'est les personnes qui viennent vous voir, ou qui vous téléphonent, qui vous disent « Ah, t'as bien fait, je pense comme toi ». Mais sur le moment, il n'y a personne qui vous soutient. Publiquement, en tout cas, c'est derrière. Voilà. Et ça, c'est terrible. Pour moi, les vraies preuves d'amitié, comme ça, c'est quelqu'un qui vous soutient. Qui est prêt à se mouiller. Contre vents et marées, qui vous soutient devant tout le monde. Sincèrement, parce qu'il y croit, pas juste... Bien sûr, bien sûr. Et comment dire, est-ce que la justice, plutôt l'injustice, c'est un thème qui vous travaille beaucoup, qui peut vous mettre en colère, puisque le titre de la pièce, c'est oui, l'injustice, mais vous savez, ça dépend des sensibilités. L'injustice, aujourd'hui, certains trouveront juste que l'étranger n'ait pas tel droit, qu'il soit renvoyé chez lui. Certains autres trouveront ça injuste. Donc la justice, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur les mots. En ce qui me concerne, moi je trouve ça injuste, mais d'autres pourraient être mes contradicteurs et m'expliquer pourquoi eux, ils trouvent ça juste. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère, vous ? Parce que vous avez l'air très calme en apparence. Ce qui me met en colère, vraiment, c'est l'asservissement de l'homme comme ça à l'économie. C'est-à-dire que tout est école de vitesse, les résultats sont à attendre vite. Vous voyez, par exemple, dans mon métier, les gens qui s'occupent de la production d'un film, par exemple, souvent attendent un peu quand un film est diffusé à la télé. Leurs félicitations viendront souvent après les audiences. C'est-à-dire que le même film, s'il n'y a pas d'audience, tout compte fait, il n'est pas très bon. S'il y a de l'audience, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'audience qui est le juge de paix. Bien sûr. Donc vous voyez ça, et ça c'est bien l'asservissement à l'économie. Vous voyez, au départ on part pas forcément dans cet objectif-là, sauf quand c'est hyper calibré, avec une recette. Mais sinon, non, c'est tout le contraire, le métier de réalisateur, le métier de comédien. On ne cherche pas à faire des films comme des boîtes de conserve.
Or, quelquefois, on se demande. Alors, vous dites, c'est pas ça. Alors, c'est quoi le métier de comédien pour vous? Vous ne cherchez pas à faire ça, bien sûr, mais qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Métier de comédien? Oui. Quel est le but ultime pour vous de cette profession? C'est donner la voix aux auteurs. C'est donner la voix à Claudel. C'est donner la voix à Beckett, à Molière, à Jean-Claude Grimbert, en ce moment à Réginald de Rose, avec 12 hommes en colère, à François Cavana, avec les Rital. C'est faire parler les auteurs. Alors, puisque vous parlez d'Hérital, on va enchaîner avec cette seconde pièce, qui est votre seconde actualité du moment. Le livre L'Hérital, c'est un livre qui est sorti en 1978. L'auteur, c'est donc François Cavana, je devrais même dire Feu François Cavana, dont je rappelle qu'il est le fondateur de Harakiri et qu'il est connu pour son passage chez Charlie Hebdo. Et dans ce livre, il raconte ses souvenirs d'enfance avec une verve qui lui ressemblait bien. C'est une pièce sur l'exil. C'est vraiment avant tout une pièce sur l'enfance. Certains disent que c'est le plus beau roman sur l'enfance, L'Hérital. C'est-à-dire une mère française, un père italien. Ce qui est votre cas aussi, parce que finalement vous partagez en termes d'origine. Pareil. Même, Mais vous savez, mon papa est décédé il y a 4 ans. Et suite à ça, encore beaucoup, forcément, et j'y penserai toute ma vie, mais j'ai essayé d'écrire. J'écrivais des choses sur mon père. Et puis, par hasard, on m'a demandé de faire une lecture d'Hérital, une lecture de 20 minutes. Et je me suis dit, mais c'est ça qui parle de papa. Là, il est présent, papa, dans le livre. Et donc, j'ai fait l'adaptation du livre, du roman, et je suis sur scène seul avec un accordéoniste. Voilà. Mais oui, c'est quelque chose sur l'enfance. Dans la pièce, on voit une foule de personnages. Il y a la boulangère, il y a la mère, il y a le père, il y a François Cavana, il y a les copains. C'est avant tout la relation d'un petit garçon avec son père, avec sa mère, qui décrit très bien quand il met sa main dans la main de son père, les mains usées de son père, un peu dures, usées par le ciment. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui sont très, très sensibles. Par exemple, Cavana, quand il parle de son père, il dit « Papa, pour donner à manger au chien, il ne lui faisait pas faire le beau. Papa, il préparait la table au chien. Il développait le papier de journal, il lui présentait les os comme s'il mettait la table au chien. Il lui faisait pas faire le cirque. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là chez Cavana qui sont très, très sensibles et les gens sont vraiment très touchés, quoi qu'ils soient italiens ou qu'ils soient français ou finlandais, peu importe l'origine, mais c'est ce rapport à l'enfance. On sent que ça vous a fait du bien, finalement, cette pièce, comme si ça vous avait permis, effectivement, de vous interroger. Vous n'aviez certainement pas attendu la pièce pour ça, mais en tout cas, de continuer à questionner vos racines. Oui, puis c'est un rendez-vous avec mon père. Oui, les racines, parce que vous savez, moi, j'ai, comme le père de Cavana, qui s'appelait Luigi, qui se faisait appeler Louis en France, mon père s'appelait Giovanni, et il se faisait appeler Jean. D'ailleurs, c'est très étonnant, je rebondis sur ce que vous dites, parce que vous avez donc ces racines italiennes et vous avez une prononciation de l'italien qui est parfaite, et pourtant, j'ai cru comprendre, arrêtez-moi si je me trompe, que vous ne parliez pas italien précisément parce que votre père, par souci de volonté d'intégration un peu jusqu'au boutiste, souhaitait que vous parliez français à la maison. Oui, comme le père de Cavana, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, sur la tombe de mon père, c'est marqué Jean. C'est pas marqué Giovanni. Et à la maison, il parlait jamais de racisme, papa. C'est-à-dire que j'ai su ensuite qu'il avait eu des problèmes, mais lui ne nous en parlait jamais. Il nous disait toujours non, je me suis bien intégré, il n'y a jamais eu de problème. Tout comme le père de Cavana. C'était se fondre absolument dans la société française, quoi.
Et voilà, c'était une vraie réussite, hein, puisque vous avez percé comme comédien. Vous avez été pensionnaire, je le disais tout au début, pensionnaire de la Comédie Française de 1990 à 2002. Et puis, entre la légendaire institution et vous-même, ça n'a pas toujours été, comme dirait le titre du film, un long fleuve tranquille, même si de l'eau a coulé sous les ponts depuis, parce que ça fait 17 ans. Je souhaite en parler parce que ça fait un peu écho à la pièce 12 hommes en colère. Vous êtes connu, et c'est une bonne chose d'ailleurs, pour dire ce que vous pensez, dire ce que vous avez sur le cœur. Comment vous avez surmonté cette épreuve ? Je dirais bien, parce que j'ai fait plein de choses intéressantes depuis, que ce soit au cinéma, à la télé ou au théâtre. Mais sur le moment, mal, très mal. Parce que, vous savez, moi je suis jamais allé au théâtre avec mes parents quand j'étais jeune, parce que on était une famille modeste. C'est ça aussi, Cavana, hein. C'est tout d'un coup ces petites gens modestes qui deviennent les héros du quotidien. Et il sait très bien parler de ça. Donc, pour répondre à votre question, on n'allait jamais au théâtre. Et tout d'un coup, voir mon père immigré italien avec ma mère assis l'un à côté de l'autre et m'applaudir dans les beaux fauteuils rouges de la Comédie Française, mon père m'appelant « Hé, Nono, Nono !» Après, je lui dis « Mais papa, pourquoi tu m'appelles comme ça aux applaudissements ?» Il me dit « Mais tu me voyais pas avec ta mère, tu nous regardais pas, alors je t'ai appelé. » Juste une parenthèse pour préciser que l'épreuve dont je parlais, c'était la rupture entre votre entrée à la Comédie Française. Mais alors, pour revenir à ce goût du théâtre, parce que n'ayant pas grandi dans un environnement où le théâtre était particulièrement valorisé, vous n'y alliez pas. Comment ça s'est passé ? Comment s'est développé ce goût pour le théâtre ? Tout d'abord, je finis avec la Comédie Française pour vous dire qu'aujourd'hui, il m'en reste que du bon. Que les bons rôles que j'ai faits, que les belles rencontres comme Roland Bertin, Catherine Yegel. Voilà. J'ai commencé à avoir goût au théâtre parce que j'ai un frère qui est instituteur, qui fait d'ailleurs la mise en scène des Rital, Cavana, qui a joué au théâtre, faisait du théâtre amateur, et pour la première fois, je suis allé au théâtre avec mes parents pour voir mon frère. Et je me suis dit, mais... Vous aviez quel âge ? J'avais 16, 17 ans. C'est tard quand même. Oui. J'étais allé avec l'école avant, mais jamais avec mes parents. Et très rarement au cinéma aussi. Et donc, je me suis dit, mais il y a des gens qui en font leur métier. Ça a été une révélation ce soir-là ? Oui. Ouais. Surtout qu'après, mon frère m'a demandé de faire un petit rôle dans une pièce. Là, il leur manquait un jeune garçon, donc j'ai fait le rôle. Et oui, je me suis senti bien sur le plateau avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire l'adrénaline avant, le trac, la peur, et puis après, cette joie d'avoir participé à quelque chose. Vous savez, c'est ça le théâtre. Quand je vais jouer ce soir, après la pièce, j'aurai une montée d'adrénaline comme ça, j'aurais l'impression, vraiment la sensation d'avoir fait quelque chose pour le monde, d'avoir fait un acte. D'avoir apporté votre pierre à l'édifice. Oui, d'avoir parlé avec les gens qui étaient là, dans la salle, en leur disant « Et vous alors, si ça vous arrivait hein ?» Qu'auriez-vous fait en 17 à Leidenstadt ? Voilà, comme dirait. Alors, vous avez cité tout à l'heure plusieurs auteurs, que ce soit Beckett, Molière, Claudel, et j'oublie ceux que vous avez cités. Est-ce qu'il y a justement un auteur ou un rôle qui vous a particulièrement marqué ? Parce que vous avez quand même un palmarès important. J'avais compté, j'ai plus les chiffres en tête, mais entre les courts et les longs métrages, on en est à une quarantaine, au moins 20-30 films pour la télé, plus évidemment tous les rôles au théâtre. Est-ce qu'il y a un rôle ou un réalisateur ou un metteur en scène ou un auteur de pièces de théâtre qui vraiment vous marque tout particulièrement ? Oui, il y en a eu beaucoup. Au théâtre, il y a eu Georges Dandin, mis à la Comédie Française, dans une mise en scène de Catherine Yegel, par exemple. Il y a eu Long Voyage du jour à la nuit, mis en scène par Alain Françon. Il y a eu un rôle comme ça, sorti de la Comédie Française, que j'ai fait, qui s'appelait Ruzzante, à la Comédie de Saint-Étienne. Camus aussi. Camus a été très important. Caligula, j'ai joué Caligula. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En attendant Godot, avec mon maître de théâtre, Philippe Adrien, que j'avais joué à la Cartoucherie. Ça, c'est des souvenirs forts. Et puis, en ce moment, c'est 12 hommes en colère, dans l'adaptation de Francis Lombraille. Et puis cette pièce complètement à part, Les Rital,
de Cavana parce que quand je vais jouer Cavana, c'est un rendez-vous avec papa, quoi. C'est un rendez-vous avec mon père. Il y a une dimension, ça vous touche particulièrement personnellement. Et les autres rôles que vous avez joués, alors même s'ils vous touchent moins directement personnellement, parce que c'est pas ce rendez-vous avec votre père, mais néanmoins, est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses sur vous ? Qu'est-ce que vous avez appris au fil des rôles ? Est-ce que ça vous a permis, vous à titre personnel, de grandir ? Oui, par exemple, je joue Caligula. Je joue Caligula et la fille, Catherine Camus, la fille de Albert Camus, vient voir la pièce, qu'elle aime beaucoup. Ensuite, avec une journaliste, on a un entretien. Et c'était plutôt une ambiance à la rigolade. Je vais donc à Lourmarin, chez elle, où elle est encore dans la maison où elle a vécu petite avec Albert Camus et sa maman. Et puis, à un moment, on se dit, c'était le jour de mon anniversaire, je me rappelle, elle avait fait un gâteau et tout. Puis à un moment, la journaliste dit, bon, il faut quand même qu'on parle de la pièce, parce qu'on a un avion et tout. Et Catherine Camus me dit, ce que j'ai beaucoup aimé au début de la pièce, c'est que tu arrives en scène un peu comme un autiste. Il y a du silence, tu parles pas. Elle me dit, pourquoi ? Et alors là, je fonds en larmes. Et je m'étonne moi-même. Et en fait, Caligula, au début, vient d'enterrer sa petite sœur. Et mes parents ont perdu une petite fille, mais qui est née des années avant moi. À la naissance, elle est morte. Je ne l'avais jamais connue, moi. Mais j'ai compris que inconsciemment, ma petite sœur, que j'avais jamais connue, revenait faire un tour au début de Caligula. Et j'en avais jamais été ému dans ma vie de tous les jours. J'en étais ému quand je voyais que ça faisait de la peine à mes parents, mais moi, ça ne me touchait pas. Et là, sur scène, elle revenait me toucher de plein fouet, ma petite sœur. Donc vous voyez, c'est des choses qui viennent vous traverser comme ça, que vous n'attendez pas. C'est très touchant et ça donne envie de redécouvrir Caligula et de découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, 12 hommes en colère au Théâtre Hébertot et l'Hérital, qui est donc à l'affiche à Paris, puis après en tournée. Alors là, on est en tournée avec l'Hérital. C'est ça. Et puis du 16 janvier au 26 avril, ça sera joué à Paris, à la Seine parisienne, rue Richer, collé aux Folies Bergères. C'est un nouveau théâtre qui est magnifique. Et donc, tous les soirs, je serai là du jeudi au dimanche. À vos agendas. Donc, ce que je vous propose, c'est à présent, pendant que chacun saisit son agenda pour noter les dates des représentations, d'enchaîner sur la seconde partie de cette émission. Une partie qui peut sembler un peu atypique de prime abord, puisque je vais vous laisser seul, pas complètement, puisque vous allez continuer de m'entendre, et on se retrouve dans quelques instants. Suspense. À tout de suite. À tout de suite. Alors Bruno, je vais vous proposer différents mots et je vais vous proposer de me dire ce qui vous inspire. Si on commençait avec un mot que vous avez déjà abordé un petit peu depuis le début de cette émission, c'est enfance. Enfance. Ah, si je pouvais revenir à l'enfance, j'irais tout de suite. Qui disait « Oh, je sais bien ce qu'a de vain ce retour vers le passé. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie. Tout compte fait, je crois que l'enfance revient toujours à la fin. Moi, je regrette ce temps. J'aimerais y retourner. Si on me disait appuie sur ce bouton là et tu retournes à l'âge de 9, 10 ans, j'irais tout de suite. Pour une raison simple, je pouvais dire à cet âge-là, ils sont tous encore là autour de moi. Tous les gens que j'aime sont autour de moi. Et cette pièce de Cavana, justement, me fait repartir dans cette enfance. Et ça, c'est beau. On vous sent très, très nostalgique, un peu presque mélancolique. Cette enfance, qu'est-ce qui vous en reste ? Qu'est-ce que vous avez conservé de l'enfant que vous étiez ? Le cœur qui bat. Dans l'enfance, il y a une partie d'insouciance
il y a le cœur qui bat. Moi, j'aime avoir le cœur qui bat comme un enfant qui va au lit et à qui on dit demain tu auras les cadeaux de Noël, et qui n'arrive pas à dormir parce qu'il s'imagine les cadeaux. Voilà, j'aime être dans cet état-là, dans le fond. Et mon métier de comédien me permet d'avoir ce rêve-là, cette adrénaline-là. Ces papillons dans le ventre. Oui, et puis il y avait, je veux dire, alors j'ai toujours, Dieu merci, mes 2 frères, ma maman. Hélas, mon papa n'est plus là, mais c'est ça, quoi. Je suis très soudé à ma famille, et ma famille est très soudée à moi. On est tous comme ça, très soudés ensemble, et j'ai peur de l'avenir, parce que évidemment l'avenir sépare toujours tous ceux qui s'aiment. L'enfance, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement, pour un rien. C'est ce qui est beau. Après, on devient un peu blasé. L'enfance, c'est le cœur qui bat en permanence. C'est les yeux écarquillés. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Ensuite, l'espoir est remplacé par la crainte. Mais l'espoir, quand on est enfant, c'est énorme. On veut même vieillir plus vite, on veut avoir la mobilette à l'époque, maintenant c'est le scooter, mais on rêve de liberté. Et puis le sport, moi je me souviens quand j'étais enfant, le fait de partir au foot comme ça, jouer au foot, et d'entendre la voix de mon père qui m'encourageait sur la touche. Je crois que j'ai déjà vécu le meilleur de ma vie, en fait. Alors, je sais bien, c'est pas à la mode de dire ces choses-là. Dès que vous êtes vous avez un peu de mélancolie, un peu de nostalgie, on vous dit « Mais ça va, oui, t'es sûr, t'es pas en dépression ?» Non, ce sont des beaux états. C'est agréable aussi. Je crois que même se rappeler du passé, peut-être même en politique, si on tirait plus de leçons du passé, le présent serait meilleur, mais on constate que l'histoire n'enseigne rien aux hommes. Donc on devrait de temps en temps avoir ce retour comme ça sur le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous émerveille encore ? Mon métier, de retourner en Normandie toutes les semaines, faire un petit salut de la main à quelqu'un que je connais depuis des années, que je vois de loin dans mon village, à Toutainville en Normandie. Ça, voir ma mère, mes 2 frères, ça m'émerveille toujours. Aller à un match de boxe, voir un bon film, une bonne pièce, aller jouer au foot. En fait, je suis émerveillé par les mêmes choses que lorsque j'étais enfant, je crois bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous disiez que ce qui vous émerveille, c'est votre métier, et vous avez dit par le passé, tant qu'on joue, il ne peut rien arriver. Sur scène, on a le sentiment d'immortalité, et donc j'en viens justement au mot suivant, qui est le mot mort. Non, c'est terrible, la mort. C'est terrible, mais vous savez, j'ai tourné un film avec Philippe Noiret, après on est devenus amis, très amis, on a écrit un livre ensemble, et je me souviens, je suis allé voir Philippe sur son lit de mort jusqu'à la fin. Et ça a été une vraie leçon de vie pour moi. Moi qui ai tellement peur de la mort, je voyais un homme qui savait que c'était fini, et qui me disait « Mais mon grand, on casse sa pipe un jour et c'est bien normal, comme un arbre, comme un chien, comme un cheval. Et c'est pas grave, c'est le cycle de la vie. » Il avait de l'humour jusqu'au dernier moment. Et ça a été une vraie leçon. La mort, en fait, savoir que la réalité, je crois que c'est Pessoa qui écrivait ça,
dans un poème. Savoir que la réalité, tout compte fait, n'a pas besoin de moi, ça me... Vous voyez, il n'y a pas de mots. Vous parliez de votre peur de la mort. Est-il vrai que quand vous étiez petit, vous alliez dans la chambre de vos parents pour vérifier qu'ils étaient encore vivants? Oui, pour voir s'ils respiraient encore. Ah ouais, ça c'était... comme mon père, surtout mon père était plus âgé que le papa des autres, alors ces choses bêtes que l'on a quand on est jeune, j'avais un peu honte qu'ils viennent me chercher à l'école, qu'ils m'emmènent à l'école, parce que je me disais, l'âge de papa va se voir sur son visage. Et donc j'étais affolé, je me disais, il va aussi mourir plus vite que les autres papas. Et la nuit, oui, j'allais voir si mes parents respiraient encore. Vous avez écrit une chanson pour Johnny Hallyday après une conversation avec lui. Ça s'intitule « Ma vie » et les paroles sont les suivantes. « Je sais bien que les années passent, les gens me parlent du passé. Je sens bien que le temps me chasse, c'est difficile à supporter. Le temps qui passe, ça vous fait peur ?» Oui, d'ailleurs c'était suite à un dîner avec Johnny, on n'était que tous les deux. Et puis... on ne parlait pas de choses très gaies dans ce dîner. Et puis, quand on s'est quitté, il m'a dit j'aimerais bien une chanson qui parlerait de notre conversation. Donc, j'ai écrit dans la nuit une chanson qui ressemblait à notre conversation. Oui, le temps qui passe, évidemment. Mais le temps qui passe, parce que c'est lié à la mort. C'est lié à la mort. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, par exemple, et sentir que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Je me dis, même le corps vous trahit. Dans la tête, vous êtes toujours le même. Mais quand vous allez à la salle, le corps, il vous dit, non, c'est plus pareil qu'avant. Et puis le temps qui passe, oui, voir les photos du passé. Vous savez, dans les familles, avant, on avait les albums photos, les feuilleter et voir tout ce temps qui est passé, maintenant c'est vraiment comme ça. J'ai l'impression d'un sale tour que m'aurait joué le temps. Quelquefois, il m'arrive vraiment de me dire, mais je vais me réveiller. C'est un cauchemar. Et j'aurai 9 ans. Et j'aurai, oui, toute la vie. Mais la mort, ça donne aussi sa valeur à la vie, vous ne pensez pas? Non. La mort, ça exclut la vie. Ça donne aucune valeur à la vie. Je voulais plutôt, oui, le temps qui passe. Enfin, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. Souffrir, c'est dans l'ordre des choses. Être malade, c'est dans l'ordre des choses. Avec l'ordre des choses, qu'il y ait des crimes tous les jours, c'est dans l'ordre des choses. Alors l'ordre des choses, vous n'aimez pas ça. Hein. Vous le dites bien dans la pièce d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Dans une autre chanson qui s'intitule Drôle de monde, vous écrivez la loi du plus fort, ça fait des morts. Et on en revient un petit peu à votre agacement face aux impératifs économiques que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on parle de mort, il y a aussi cette dimension-là de chez vous de compétitivité et donc il va y avoir des morts. C'est affreux. Aujourd'hui, on vous parle qu'il faut être un battant, il faut aller de l'avant, il faut tous des discours plus creux les uns que les autres. Je me méfie du coaching, de toutes ces choses-là. Je ne sais plus quel auteur d'ailleurs de théâtre qui disait Édouard Bond, qui disait bientôt on aura besoin de coach pour comprendre les propres mots qui sortent de nos bouches. On aura besoin de coach pour faire ces lacets de chaussures. Alors bon, il y a une frange de gens comme ça qui se demandent ce qu'ils vont foutre et puis ils s'improvisent coach. Alors sûrement qu'il y a des gens bien là-dedans, mais... Ça me fait penser à une autre pièce de théâtre de David Lodge qui s'intitule Thérapie. Je ne sais pas si vous la connaissez, sur cette tendance de tout en chacun à aller consulter un thérapeute pour tout et n'importe quoi. Alors loin des métaphores guerrières il faut se battre, il faut être les meilleurs et des conséquences que vous décrivez, je vous propose le mot espérance. Ah, l'espérance, c'est le bleu du ciel.
se lever, regarder le ciel, il y a du soleil, il y a le bleu du ciel, et c'est ça, l'espérance, oui, l'espoir, c'est quand on se dit que la vie, croire en la vie, moi je crois en la vie, c'est pour ça que j'ai tellement peur de la mort, c'est parce que j'aime me marrer, j'aime être avec une bande de copains, me marrer, être avec ma famille, être avec mon amoureuse, Susanna, me marrer, et me dire que ça va s'arrêter un jour, ça m'est insupportable. Mais donc vous parvenez quand même manifestement à garder espoir, parce que ce que vous décriviez avant était une vision un peu pessimiste. Et d'ailleurs, dans cette même chanson Drôle de monde, vous citez une seule logique, le règne du fric, nos rêves, nos révoltes sont écrasés, vous parlez du réchauffement climatique, de la pollution, qui rapporte du pognon évidemment. Et donc ça peut donner le sentiment d'une vision relativement pessimiste par moment. Alors à quoi vous accrochez-vous précisément pour rester dans l'espérance ? Il faut être un peu trop pessimiste pour l'être assez. Godard, quand je tournais avec lui, encore un grand souvenir de réalisateurs qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, Tavernier, Jean-Luc Godard, c'était des expériences incroyables dans ma vie. Olivier Perret, Serge Laloux. Alors Godard, oui, je dis Godard parce qu'il me disait une chose très vraie. Il me disait, soyons pessimistes en idée, optimistes en action. Vous faites bien l'accent suisse, en tout cas. C'est comme ça, voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça arrête. C'est comme le trac au théâtre. Il y a le bon trac et le mauvais trac. Le mauvais trac, c'est celui qui va complètement vous ankyloser, qui va vous empêcher de jouer. Et le bon trac, c'est celui qui va vous motiver, qui va vous dire vivement que j'y sois. Vivement que je savoure ce texte, que j'en parle aux gens dans le public. Voilà. Et le bon pessimisme, c'est celui qui fait réagir devant les choses, qui ne fait pas courber l'échine en disant « ça va bien se régler sans moi, hein. On verra bien, je ne vais pas m'engager parce que si je m'engage, peut-être que on va me le reprocher. » Voilà, la prudence à tout prix, comme ça. Alors que le bon pessimisme, c'est dire moi je m'engage, moi je l'ouvre. Et puis ça risque de faire bouger les lignes. Voilà. C'est ça le bon pessimisme. Et ça ne veut pas dire la non-action ou être comme ça chez soi, couché, en dépression. Moi, je ne suis pas en dépression. J'aime la vie. Vous n'avez pas l'air, effectivement. Je voulais rebondir sur la notion d'engagement. Et je voulais faire le lien avec votre propre engagement au profit d'une association humanitaire, si j'ai bien compris, qui protège et qui réhabilite des jeunes filles des Philippines victimes de maltraitance. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore à l'ordre du jour. Alors, j'ai beaucoup comme ça d'associations, dont une Footballeurs sans frontières, où on fait des matchs de foot et avec des comédiens, des anciens sportifs professionnels, des anciens footballeurs. Je me rappelle, on avait fait un match dans mon village à Toutainville pour un enfant qui avait une sorte de petite combinaison comme les cosmonautes, là, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre les rayons du soleil, vous voyez, et pour aider ses parents à lui acheter les crèmes, les médicaments. Et pour les jeunes filles philippines, oui, j'avais fait une émission à la télé pour apporter aussi des fonds pour ces jeunes filles. Quand je peux, quand j'ai le temps, je le fais. Après, il y a des gens qui s'engagent beaucoup, beaucoup plus que moi et mieux que moi, parce que sinon, ça prend énormément de temps. Mais quand je peux, je le fais de bon cœur. Et c'est important que ces gens-là aussi aient une voix. Eux ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, et c'est aussi important qu'ils aient notre voix. L'espérance, c'est donc en partie une question de volonté ? Non, c'est organique. C'est pas... Quand la volonté s'en mêle, c'est déjà trop volontaire. Hein. C'est comme les gens qui disent « Allez,
faut prendre le taureau par les cornes, allez, il faut se remuer. Vous avez un coup d'adrénaline comme ça, mais ça ne dure pas longtemps. L'espérance, c'est organique. Quand c'est organique, on ne se pose pas de questions. C'est là ou c'est pas là. Moi, j'espère toujours. J'espère revoir mon petit papa chéri un jour. J'espère peut-être des choses insensées, mais je garde espoir. Et je suis fait comme ça. Je ne cherche pas à me persuader. Je suis fait comme ça. C'est en moi. C'est un réflexe, l'espoir. Et l'absolu dans tout ça? Et l'absolu dans tout ça, on verra bien assez tôt. L'absolu, moi j'ai besoin d'absolu. Quand je joue les auteurs comme Camus, il y a cet absolu. Moi qui ai peur de la mort, quand je joue en ce moment Cavana, les Rital, quand j'ai joué Beckett, quand j'ai joué Camus, en attendant Godot, Caligula, eh bien quelquefois, je me disais, je peux bien mourir un jour, puisque j'ai connu ça là, durant la représentation. Tout d'un coup, il y avait cette... il me semblait que j'atteignais quelque chose de l'absolu. Ouais. Est-ce que vous êtes croyant? Je suis de confession catholique. J'ai été enfant de chœur dans mon petit village. J'ai fait ma communion. Dans le fond, je peux dire que oui. Oui, alors il faudrait s'entendre sur le mot, mais je crois en une force plus qui nous dépasse, qu'on ne peut pas expliquer. Mais oui, je crois pas toujours en l'homme. Quelquefois, oui. Je crois en des hommes comme Primo Levi, par exemple. Ça redonne le goût des hommes comme ça redonnent le goût en l'humanité. Des hommes comme Gramsci, philosophe sarde. Oui, on évoquait Camus ou Cavana, qui était un homme bon dans le fond, très bon. Oui, ça j'ai... Oui, croyant, parce que je vous dis, par exemple, je crois que rien n'est fini, qu'un jour je reverrai mon petit papa. Qu'est-ce qu'un homme pour vous avec un grand H? Un homme, c'est ceux que je vous ai cités là. Un homme, c'est celui qui courbe pas l'échine. C'est celui qui confond pas machine et homme et femme. Vous voyez, c'est comment l'histoire après les camps de concentration, comment l'histoire peut ne pas enseigner, par exemple. Ça, c'est une grande énigme pour moi. Comment il peut y avoir des néo-nazis aujourd'hui? C'est une grande énigme pour moi. Je me dis qu'un homme, l'histoire doit enseigner aux hommes. Les hommes doivent être à l'écoute de l'histoire. Mais non. On pourrait dire que c'est toujours la même histoire.
qui se répète hélas trop souvent. Effectivement, elle devrait pouvoir d'avancer. Alors nous, dans une totale moindre échelle, évidemment, et à notre niveau, on va avancer également dans cette émission. Et je vais vous rejoindre dans quelques instants. Merci en tout cas, Bruno, d'avoir joué le jeu. À tout de suite. Bienvenue chez moi. Enfin, écoutez, avec grand plaisir. C'est bien chez vous, c'est sympathique. Pas mal, hein. Des bougies, la lumière. Comment s'est passée pour vous cette expérience, dont j'imagine qu'elle est un peu peut-être inédite, non ? Ben oui, très bien, parce que c'est toujours bien quand on a le temps. Quand on a le temps, que le silence est autorisé. Parce que souvent, il faut il faut pas de silence, sinon les gens zappent, hein, surtout pas de silence. Donc non, c'est très agréable. Prendre le temps, c'est un luxe. Est-ce que, à part celui-là, vous avez d'autres luxes qui sont importants, qui comptent pour vous ? Faire un métier que j'aime. La plupart des gens ne font pas un métier qu'ils aiment. Hein. Je ne sais plus qui disait, si on construisait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente. C'est la vérité pour la plupart des gens sur Terre. Non seulement ils ne font pas un métier qu'ils aiment, mais souvent ils n'ont pas de métier, souvent ils sont dans la pauvreté. Oui, c'est un luxe, évidemment. Le dernier mot auquel vous nous avez fait le plaisir de bien vouloir réagir, c'est le mot absolu. Et alors je me demandais, vous parlez d'autres métiers, mis à part le fait d'être sur scène, où là on comprend bien que ça vient remplir une soif d'absolu, que c'est quelque chose de tout à fait magique, mis à part ces moments-là qui représentent quand même une grande partie de votre vie, comment ça se traduit au quotidien, ce besoin d'absolu ? Faire battre le cœur. Toujours essayer je suis toujours en train d'écrire un truc. Essayer de communiquer avec l'autre. De trouver le partenaire. Le public est un partenaire. Vous voyez, quand vous jouez au théâtre, vous dites, je pars de chez moi et je vais parler de quelque chose à des gens qui, à une certaine heure, vont être au rendez-vous pour qu'on parle ensemble. C'est ça, c'est cette soif d'absolu. C'est viser un peu comme ça, viser l'étoile, viser... Par exemple, quand je joue les Rital, pour moi, c'est une façon de dire, vous voyez ce que Cavana dit de l'immigration, vous voyez, vous êtes d'accord avec ça, vous voyez ce qu'il dit sur l'enfance, comment ça vous remue, vous, comment ça peut vous transformer, comment ça réveille des choses en vous. Oui, c'est cette soif de toujours faire quelque chose d'essentiel. Vous parliez à l'instant de parler avec votre public, de venir discuter avec eux de quelque chose, que ce soit de la condamnation à mort d'un homme ou effectivement de sujets sur l'immigration. Et à Dieu, vous lui parlez de temps en temps, vous avez ce temps-là ? Oui, alors je n'ai pas son image, mais oui, avant de jouer, souvent comme ça vous apporte de la sérénité ? Comme un petit garçon qui dit protège-moi, que tout se passe bien, que je n'ai pas de trou de texte. Et vous vous sentez protégé ? En tout cas, j'en ai la sensation. Je n'explique pas des mystères par d'autres mystères. Je trouve que c'est dangereux. Mais en tout cas, après, c'est personnel à chacun. J'en ai la sensation, oui. C'est quand je vais jouer ce soir, 12 hommes en colère, une pièce qui n'est pas facile, une belle pièce. Mais oui, je demanderai de l'aide à quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne vois pas. Mais oui. Vous parliez tout à l'heure du fait de parler à l'autre avec un grand A, et ça m'intéressait de savoir quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez l'autre, justement, chez l'être humain. Qu'est-ce qui vous touche le plus ? L'écoute. Chez le partenaire sur scène,
comme dans la vie. Parce que souvent, vous avez l'impression que quand vous discutez avec quelqu'un, il est très rare que l'autre vous dise « Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. » Je trouve que vouloir à tout prix avoir raison, c'est vulgaire. C'est la marque d'une grande vulgarité. Alors que lorsqu'on est prêt à s'écouter, à peut-être changer de position, alors là c'est fantastique. On parlait de la plus grande qualité chez l'autre. Votre plus grande qualité à vous, ce serait quoi ? La modestie, puisque vous avez l'air de chercher. Fidélité en amitié. Fidélité aux gens que j'aime. Tous les gens que j'aime. Ouais, je crois. Fidélité aussi en mes rêves d'enfant. Je les ai jamais mis de côté. Ouais. Vous les avez atteints pour certains, en tout cas celui. Enfin, non, remarquez, c'est pas forcément un rêve d'enfant de devenir comédien, puisque vous avez découvert ça un peu sur le tard. Ouais. Alors, quel était votre rêve d'enfant que vous avez peut-être Ah oui, non, alors celui-ci, j'ai pas eu le droit, c'était d'être footballeur professionnel. C'est le rêve de beaucoup d'enfants. Ouais. Puisqu'on parlait de votre plus grande qualité, rapidement, votre plus grand défaut ? Susceptibilité. Oui, susceptibilité. Je me vexe pour rien. Et puis aussi, je ne sais pas si c'est un défaut, mais je ne suis pas physionomiste du tout. En fait, je ne me rappelle d'aucun visage. Je ne me rappelle pas des noms, des prénoms. Et dans mon métier, c'est vraiment un gros handicap. Vraiment terrible, parce que je peux passer pour quelqu'un de fier, ou parfois mal poli ou prétentieux, je ne sais pas, mais vraiment, je ne reconnais pas. Alors, il y a peut-être des visages que vous reconnaissez, et je voulais qu'on termine là-dessus en parlant de la Normandie, c'est ceux des gens que vous croisez dans votre village, parce que vous en avez parlé avec émotion, et on ne s'y est pas beaucoup attardé. La Normandie où vit encore votre maman, c'est ça ? Mes frères. Vos frères, de terminer sur ses racines et sur ses points d'ancrage, c'est pas inintéressant. Quelles sont les bonnes raisons qui vous y ramènent, mis à part votre famille, et puis peut-être si vous aviez un dernier mot à dire sur cet endroit qui vous est si cher. J'y retourne toutes les semaines, pratiquement, sauf quand je travaille, mais toutes les semaines. Encore une fois, c'est organique. Je prends ma voiture, j'y vais, sentir que j'approche. C'est voir les fleurs que mon père a plantées, les arbres que mon père a plantés à la maison, le gazon qui est toujours là, les parfums de la nature. Ça vous rassure, justement, de vous qui avez peur du temps qui passe, de voir que tout ça, c'est bel et bien là et que ça ne bouge pas ? Ah oui. Je ne sais pas si ça me rassure, mais en tout cas, ça m'apporte de la joie. J'ai horreur si ma petite maman, elle change quelque chose dans la maison de place. Je lui dis, mais pourquoi t'as changé ça de place? C'était bien avant. Vous avez perdu vos repères, du coup, vous êtes déstabilisé. Ah ouais, pour rien. Non, mais et puis oui, les gens du village, les copains avec lesquels je joue au foot dans la cour d'école, je les ai toujours comme copains. En tout cas, ceux-là, au moins, vous les reconnaissez. Là, il n'y a pas de doute. Mais vous voyez, il faut que je les vois depuis un bout de temps pour les reconnaître. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de vous, de vos rêves, de vos espérances, et puis aussi de votre actualité, c'est-à-dire 12 hommes en colère au Théâtre Hébertot en ce moment à Paris, et puis cette pièce qui vous est très chère pour des raisons personnelles, L'Hérital. Merci beaucoup Bruno Puzzolo. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bonne soirée.